Je commencerai par dire que malheureusement, le Québec ne fait pas exception à une tendance généralisée qui est celle d'un certain déclin de la participation électorale. Et ce déclin de la participation électorale, il touche certains segments de la population en particulier, mais notamment les générations plus jeunes. C'est une des choses là qu'on voudra discuter aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde, donc qui va nous permettre de réfléchir à cette question du déclin de la participation politique, à la question de l'abstentionnisme, à la question de la jeunesse, de l'éducation démocratique. On est en ce moment en pleine campagne électorale au municipal au Québec. Les élections provinciales s'approchent. Elles auront lieu en 2026. Est-ce que, dans ce contexte, il faut s'inquiéter d'une nouvelle baisse de la participation? Est-ce que la tendance va continuer dans le même sens? On veut se poser la question de savoir quels vont être les impacts des différents phénomènes qui menacent la démocratie sur l'électorat aussi, question des informations et des désinformations, notamment dont on a déjà parlé. Et on veut aussi se poser la question là, des actions à entreprendre pour réduire ces différents impacts. Donc, on va procéder en 3 temps à l'occasion de cette table ronde. Dans un premier temps, nos invités d'Élections Québec, donc Catherine Lebossé au bout et Valérie Bouchard tout juste à sa droite, nous présenteront un portrait de la participation électorale au Québec. Je remercie d'ailleurs Élections Québec pour sa collaboration, toujours très agréable, et pour votre participation aujourd'hui. Puis ensuite, je lancerai la discussion entre elles et nos 2 autres intervenants. D'abord, Valérie Gaudreault, qui est une journaliste bien connue à Québec, que j'apprécie personnellement, que l'on peut lire dans les pages du quotidien Le Soleil, et Fabien Tremblay, politologue, bientôt doctorant. Bientôt supposé. Et puis, dans un troisième temps, bien sûr, je vous inviterai à poser vos questions aux membres de la table ronde, puis à entrer en discussion avec eux. Alors, on se lance d'abord avec cette présentation de Catherine et Valérie, là, qui nous dresseront, comme je le disais, un portrait de la participation électorale au Québec. Je suis mieux de prendre le micro, je pense. Oui. OK. Ça marchait tout à l'heure. Ah, voilà. Donc, c'est ça, je vais vous faire un petit topo statistique sur la participation électorale aux élections provinciales et municipales, considérant le contexte de cette année. Ce sera très bref. On aura peut-être l'occasion d'approfondir au cours des échanges. Si on débute avec la tendance générale, M. Turmel l'a mentionné, on assiste à une baisse de la participation électorale au Québec. Quand on se concentre sur la période 1944 à 2007, on avait un taux de participation moyen au Québec de 77 %, ce qui était quand même assez élevé. Ensuite, on a connu une participation plancher en 2008, autour de 57,4 %. Pour nous, ça a été une élection un peu électrochoc à Élections Québec, cette élection-là avec un taux aussi bas. C'est ce qui nous a amené à nous intéresser davantage au phénomène de la participation, puis à chercher à creuser notre compréhension de cette baisse. Il s'avère qu'il y avait des facteurs particuliers à cette élection-là. On revoit le taux de participation monter dès 2012, mais la tendance se maintient quand même entre 2012 et 2022, une baisse qui se poursuit avec un taux moyen de participation de 70 % pour ces 4 dernières élections générales. Donc, c'est une baisse de 7 à 8 % là, par rapport à la période précédente. Il y a quand même plusieurs réalités qui se cachent derrière ces taux de participation globaux. La carte ici illustre le taux de participation par circonscription. Les circonscriptions en orangé sont celles où il y a eu les taux de participation les plus élevés. Ça, c'est les données de l'élection générale de 2022. Les circonscriptions en bleuté sont celles où ça a participé le moins.
Ce qui saute aux yeux, en fait, c'est qu'en région, le taux de participation tend à être plus faible que dans les milieux urbains, à l'exception de la région des circonscriptions sur l'île de Montréal, qu'on voit ici, en bleu également. Donc, il y a des écarts importants aussi à souligner entre les circonscriptions par rapport, par exemple, en 2022, le taux de participation le plus faible a été enregistré dans la circonscription d'Ungava. On était autour de 30 % de participation, comparativement à la circonscription où le taux de participation a été le plus élevé, Louis-Hébert, dans Sainte-Foy, autour de 80 %. Donc, c'est quand même un écart de 50 % entre les deux extrêmes. On a aussi des données qui nous permettent de creuser le profil socio-démographique des électeurs. Encore une fois, on parlait des jeunes tout à l'heure. Ça s'illustre bien ici. Il y a deux phénomènes, en fait, auxquels il faut porter attention. On le voit, là, la ligne bleue qui est complètement en bas, c'est les plus jeunes. Puis, il y a vraiment une progression par groupe d'âge jusqu'aux 65-74 ans. 75 ans et plus, c'est la ligne bleue foncée là, qui est presque noire sur le graphique. Donc, on voit qu'à partir de cet âge-là, il y a une baisse à nouveau. Donc, ça, c'est l'effet du cycle de vie. Plus on est jeune, moins on va voter. Puis, en vieillissant, peut-être, avec les responsabilités qui augmentent, on va avoir tendance à aller voter davantage. Il y a aussi un deuxième effet au niveau de l'âge qui est un effet générationnel. Donc, les jeunes votent de moins en moins. Si on compare un jeune de 25 ans aujourd'hui à un jeune de 25 ans il y a 30 ans ou plus, il y a moins de chances qu'il aille voter. Donc, c'est un déclin qui s'inscrit dans le temps. Ensuite, sur le plan des hommes et des femmes, données de 2022, encore une fois, les femmes participent légèrement plus. On parle d'un écart en 2022 d'environ 4 % entre les femmes et les hommes. Quand on regarde, par contre, la tranche d'âge 18-24 ans, l'écart est de près de 10 %. Pour les jeunes hommes, on est sous la barre du 50 % de participation pour 2022. Il y a d'autres facteurs aussi qu'on a pu explorer à travers nos données des enquêtes par sondage. Ce qu'on a remarqué, c'est que les non-francophones, les électeurs et électrices nés à l'extérieur du Canada et ceux qui ont un plus faible revenu vont avoir tendance à participer un peu moins. Il y a le niveau d'éducation qui va jouer aussi, mais de façon indirecte à travers d'autres variables comme l'information, l'intérêt pour la politique, le niveau de connaissance. Je passe au palier municipal. Bon, ce qu'on remarque ici, c'est que le taux est plus stable, mais il y a quand même un écart de 20 % avec nos dernières élections générales provinciales. On se situe plutôt autour de 45 % là, de façon générale depuis 2005. 2005 étant les premières élections générales municipales qui ont eu lieu à la même date. Petite baisse en 2021, 38,7 %. On verra ce que ça donne cette année. Derrière cette tendance générale-là, il y a encore plus de variété au niveau municipal. Je n'entrerai pas très loin, simplement vous souligner qu'il y a une relation entre la taille de la municipalité et la participation. Plus la municipalité est petite, plus le taux de participation va être élevé. À l'exception pour 2021, des municipalités de 100 000 habitants. Donc, ça fait un peu le topo qu'on souhaitait faire pour lancer la discussion. Merci beaucoup. Valérie, Fabien, vous pourrez peut-être aussi réagir à ce qui a été présenté, aux formes que prend l'abstention électorale au Québec. Je voudrais demander à l'ensemble de la table, là, quels sont les motifs généralement évoqués par l'électorat pour expliquer leur abstention, voire leur participation. Et peut-être vous demander aussi ce qui vous semble être les motifs les plus sur lesquels on devrait au sujet desquels on devrait s'inquiéter davantage. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer. Valérie, peut-être. Oui. Ben nous, ce qu'on a. C'est bien Valérie, moi, oui. C'est vrai. 50 % de Valérie sur ce panel. On a une surreprésentation. Contrairement aux jeunes aux élections, ben écoutez, moi, c'est sûr que probablement que toutes mes interventions cet après-midi seront souvent sous l'angle journalistique, d'un média généraliste, de quelqu'un qui espère
susciter les enjeux et en tout cas l'intérêt pour la démocratie, il y a toute une dynamique, ce qu'on entend des gens. C'est sûr qu'on ne peut pas exclure le climat aussi, le climat d'une campagne au moment. Moi, je voyais 2008, vous dites qu'il y a différents facteurs. C'était la campagne la plus plate du Québec moderne. C'était, rappelons-nous, Jean Charest qui voulait retourner se chercher une majorité. Je pense qu'il y a quand même un certain climat. Et nous, comme médias, on tente de véhiculer, bien sûr. Puis une campagne, entendez-nous, quand je dis plate, je ne veux pas seulement dire qu'il faut des chicanes, parce que ça, c'est à l'inverse, et on y reviendra sans doute, où on passe complètement à côté des enjeux. Mais je pense que les gens ont besoin de sentir un enjeu. Là, on a une campagne d'ici 1 an, 11 mois au provincial. Je suis à l'Assemblée nationale, moi, comme journaliste. On le sent déjà. On sent notamment l'intérêt de la presse anglophone. On sent... Il y a comme un climat, parce qu'on sait que le Parti québécois est en hausse, que cette question de la souveraineté, du oui-non, d'une espèce de dualité qui va revenir dans les enjeux. Je pense que les gens ont besoin de suivre la politique un peu comme un sport. Puis quand on connaît déjà le score, ça ne nous intéresse pas. Alors, je lancerai comme ça. Oui, merci. Je dirais que je commencerai peut-être avec des éléments sur les formes que peuvent prendre l'abstention. Peut-être y aller un peu plus en détail par rapport à ça. Quand on regarde l'abstention, c'est un phénomène qui est très, très complexe. Il y a beaucoup de variations différentes. Quelqu'un peut s'abstenir de manière continue, puis jamais aller voter, ou quelqu'un peut y aller de manière ponctuelle, comme c'est beaucoup d'électeurs qui, comme on l'a vu, votent au provincial, mais ne votent pas au municipal. Même chose, donc une personne peut voter un peu par intermittence. Une même chose pour les abstentionnistes, c'est des personnes qui peuvent, par exemple, être très passifs sur le plan politique et être très décochés. Et il y en a d'autres, comme c'est dans le cas des jeunes, il y a des travaux sur le fait que les jeunes participent, mais participent de manière différente. Donc, pas nécessairement par le vote, différemment. Ça ne veut pas dire que les formes de participation ont le même effet, sont nécessairement équivalentes. Il y en a, donc ça également. Puis il y a un dernier plan qui est intéressant. C'est le fait aussi qu'il y a des personnes qui vont s'abstenir, mais vont s'abstenir à l'urne, vont annuler leur vote, voter blanc, plutôt que d'aller voter. Donc, c'est des choses qu'il faut quand même garder en tête quand on discute de l'abstention de manière générale. Puis pour ce qui est des motifs, il y en a vraiment énormément, beaucoup également. Sur ceux qui me semblent être plus importants, on en a parlé, là on les a pas ici, mais Élections Canada a des données sur les dernières en date, c'est 2019, je crois, sur les raisons des abstentionnistes. Il y a énormément, beaucoup de personnes qui vont rapporter un manque d'intérêt envers la politique. Il y en a d'autres qui vont rapporter un sentiment d'auto-incompétence, ou ce que les politologues vont appeler l'efficacité interne. Donc, on sent qu'on manque d'informations, on manque de connaissances sur le sujet pour aller se voter de manière consciencieuse ou simplement voter. Et d'autres, ça va être un sentiment qu'on pourrait dire d'efficacité externe. Donc, ils ont l'impression que même s'ils allaient voter, leur vote ne ferait pas une différence. Ça peut se voir de plusieurs façons. Le fait qu'on ne voit pas le vote comme étant quelque chose d'important parce qu'on a l'impression qu'un vote, ça ne vaut pas grand-chose, même si en réalité, il y a des conséquences collectives très grandes au résultat d'une élection. Ça peut être aussi par le fait qu'on a l'impression que les représentants ou la politique ne nous intéressent pas ou ne parlent pas au sujet qui nous intéresse personnellement. On voit ça beaucoup de rapporter chez les jeunes. Et c'est un élément qui peut être un cercle vicieux, disons, parce que si on ne s'intéresse pas, si on a l'impression que la politique ne nous parle pas, mais qu'en même temps, on ne va pas chercher à aller voter, ça n'offre pas d'incitatif aux politiciens pour venir courtiser notre vote, un peu aussi cynique que ça peut avoir l'air, c'est un élément là. Et donc, c'est ça. Je pourrais continuer sur plein d'autres motifs qui peuvent être donnés sur le sujet, mais je pense que c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Qu'est-ce qu'on apprend à Élections Québec à ce sujet? Qu'est-ce que les citoyens vous disent? On va avoir deux perspectives. Je pense qu'on va avoir la perspective de nos enquêtes, sondages qui vont venir compléter ce que vous mentionnez, puis plus la perspective terrain de notre équipe d'éducation à la démocratie. Donc, au niveau des facteurs qui ressortent dans les études qu'on a menées en collaboration avec le milieu de la recherche ou les sondages qu'on a fait faire, on pourrait dire qu'il y a comme 3 grandes catégories de facteurs. Il y a des facteurs liés aux attitudes puis aux perceptions du milieu politique. C'est un peu ce que Fabien évoquait avec un manque de confiance, le fait d'avoir le sentiment que son vote ne va pas être important, une attitude de cynisme. Ce qui ressort des enquêtes récentes qu'on a fait en 2018-2022, malheureusement, ce seraient les facteurs qui sont les plus souvent notés par les électeurs qui ont choisi de ne pas aller voter.
Ça, c'est vrai pour le provincial. Par contre, au municipal, ça ressortait moins comme facteur explicatif d'une abstention. Ensuite, il y a tout ce qui se rapporte au sentiment de compétence ou d'information. Au niveau municipal, c'est ce qui ressort dans les enquêtes. Donc, l'impression d'avoir moins d'informations sur les candidats, sur les idées qu'ils vont défendre. Puis, cette information sur les acteurs semble même plus déterminante que l'information sur les institutions municipales en elles-mêmes. Au niveau provincial, il y a aussi un lien à faire entre l'information et la participation ou l'abstention. C'est quand même une raison qui est fréquemment mentionnée, moins que celle relative aux attitudes politiques. Mais en 2018, par exemple, on avait un 37% de répondants qui nous avaient identifié une raison liée à l'information sur les candidats et leur programme. Puis la dernière catégorie, qui est peut-être un peu moins d'intérêt philosophique, mais pour nous, à Élections Québec, qui est très importante, c'est les facteurs liés à la logistique électorale, puis aux circonstances de vie, au temps disponible pour aller voter. Donc, ce qui peut nous rassurer de notre point de vue, c'est que c'est des facteurs qui sont un peu moins énoncés tant aux élections provinciales que municipales. Quand on décortique un petit peu plus les raisons, souvent c'est la question du temps qui va ressortir davantage que la question du lieu. Donc, les jours de vote par rapport à l'emplacement des bureaux de vote, par exemple, puisque les études nous ont révélé aussi, c'est qu'il y a quand même un lien à faire là, quand les gens nous disent « j'ai pas eu le temps », bien souvent c'est un manque d'intérêt qui est caché derrière cette raison-là, donc il ne faut pas le perdre de vue non plus. Puis sinon, milieu municipal, même chose. Ce qui ressortait, c'était plus un manque de temps que des facteurs vraiment de logistique électorale. Je te laisse comprendre. Ben, moi, je compléterais peut-être avec les réactions sur le terrain. Je travaille au service d'éducation à la démocratie. Et puis, je rajouterais le sentiment de ne pas faire partie du processus. Donc, le sentiment d'exclusion. Le directeur général des élections, lors d'une campagne électorale précédente, avait rencontré, par exemple, un étudiant dans la région de l'Abitibi qui travaillait dans les mines. Et puis, il lui avait posé la question, est-ce que tu vas aller voter, un jeune et il lui avait dit, ben non, moi, j'ai pas été à l'université, j'ai pas été au cégep, donc j'ai pas le droit de vote. Et puis, une autre situation, un étudiant à l'université, dans une université, qui était en agronomie et qui était persuadé que comme il était en sciences appliquées et non pas en sciences sociales, ben, ça ne s'adressait pas à lui, le vote. Donc, il y a une méconnaissance des droits et du processus sur lequel ça a été comme un électrochoc aussi. Et au niveau d'Élections Québec, ça en a fait une recommandation de travailler pour inscrire l'éducation à la démocratie dans le parcours de tous les jeunes pour que au moins cet élément-là s'amoindrisse, en fait, ce sentiment d'exclusion. Puis quand on a fait des focus group avec des intervenants auprès des jeunes, on leur posait la question, qu'est-ce qui permettait aux jeunes de se sentir inclus? Puis ce qui mesurait, c'est qu'il y a des jeunes qui ne vont pas voter en pensant qu'ils font entendre leur voix. Puis quand on leur explique que le fait qu'ils ne votent pas, ben, personne ne sait qu'ils n'ont pas été votés pour manifester leur désaccord avec... donc, c'est plus on comprend le mécanisme, plus on sait comment on va pouvoir faire entendre sa voix par la participation électorale, mais aussi par toutes sortes d'engagements démocratiques qui permettent de faire changer les choses et de contribuer à la vitalité de la démocratie. Je me permets je sors du script, mais je rebondis sur une chose que tout à l'heure Valérie Gaudreault disait. On est intéressé par les élections lorsque ça ressemble... ça ressemble à une joute sportive et qu'on ne sait pas qui va gagner. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin et de dire, il me semble que souvent on est intéressé aux élections parce que on prend aussi pour une équipe. Et donc on s'identifie à une équipe. Je me demande si ça, c'est pas aussi un motif, là, c'est-à-dire que les jeunes s'identifient peut-être moins qu'avant à des partis politiques. Je serais curieux de vous entendre à ce sujet. Je ne sais pas si ça joue. Ben, il y a une étude de l'ISQ, justement, là, dans le cadre de l'étude longitudinale, l'ELDEC, là, qui prend une cohorte de jeunes qui sont nés en 1998, puis examine plein de facteurs sociaux. Ils ont fait
une étude sur la participation électorale et un des éléments, c'est quand on ne sait pas qui va représenter nos intérêts et qu'on ne connaît pas les partis politiques et leurs valeurs ou leurs principes, leurs préoccupations, on va moins être porté à participer aux élections. Donc oui, c'est une dimension qui touche la participation électorale. D'où l'importance de faire connaître. Puis on a beaucoup de demandes, nous, quand on va dans les écoles ou même dans les organismes communautaires en disant « Oui, mais est-ce que vous pouvez nous parler des candidats? » Nous, on est une institution neutre et indépendante et impartiale, donc ce n'est pas notre rôle, mais il y a une volonté de la population de mieux comprendre les enjeux et les parcours. Peut-être que tu peux... Oui, bien sur cet aspect-là, en fait, un élément que j'ai vu passer dans la littérature, c'est que les jeunes vont plutôt avoir une forme d'engagement qui est plus ponctuelle en fonction des enjeux, plutôt que par un lien de mobilisation avec un parti politique en particulier. Donc, c'est ce que j'ai au niveau là, de cette question-là. J'ai dit que je sortais du script, mais en fait, je voulais aussi vous interroger sur l'évolution des motifs. Donc, ma question va un peu aussi dans ce sens-là. Et ça, je pense que ça y répond en partie. Valérie, Fabien, je ne sais pas si vous voulez réagir aussi à cette question. Oui, mais pour ce qui est du déclin en général, il y a énormément de facteurs qui jouent à expliquer, puis on a tendance à le voir comme si c'est les gens qui sont de moins en moins intéressés. Il y a de ça, il peut y avoir de ça, mais il y a des facteurs structurants qui influencent ça. Si on regarde, par exemple, des études qui comparent le niveau d'identification partisane dans la société. Aujourd'hui, on serait beaucoup moins associé à des partis politiques que dans les années 50, 60, qui est un endroit où l'identification partisane était beaucoup plus forte. Il y a un éclatement à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que c'est des facteurs à long terme qui jouent également là-dedans. Et donc, ça rend ça aussi, il y a beaucoup de choses, donc les circonstances économiques qui peuvent jouer. Donc, ça, dépendamment de où on se situe au niveau de généralité, ça rend donner un sens au déclin de la participation, c'est un peu plus difficile à cause de ces éléments-là, mais disons 3 éléments sur lesquels on peut dire que c'est inquiétant d'une certaine façon. Le premier, c'est justement c'est des facteurs au long terme, donc c'est pas facile à redresser et à changer. Même chose, des éléments à long terme, ça peut considérer des normes générationnelles. On sait que un des éléments qui est identifié, c'est que les jeunes ressentent moins le sens du devoir de vote, ou du moins, d'une manière plus nuancée, sont plus prompts à mettre des conditions. Ils ne vont pas sentir qu'ils ont un devoir dans n'importe quel contexte, alors qu'avant, probablement, la majorité des gens sentaient qu'il y avait un devoir sans nécessairement s'interroger aux raisons de pourquoi est-ce qu'ils devraient participer. Mais donc, il y a une part d'habitude aussi qui vient avec le vote, donc des facteurs à long terme qui sont peut-être plus difficiles à remettre, à rétablir. On a parlé du cercle vicieux un peu tantôt, mais qui est un élément aussi qui peut-être qui rend ça un peu inquiétant sur ce plan-là. Puis, un élément qu'on a tendance à associer, qui n'est pas directement associé, mais qui peut sembler inquiétant quand on le mélange ensemble, c'est le fait qu'un autre élément qui est extrêmement en baisse dans la population, dans les attitudes, c'est la confiance envers les institutions, envers les parlements, les partis, les politiciens. Bon, les politiciens n'ont pas toujours eu facile là-dessus, mais aussi envers les médias, qui est constamment à la baisse également, qui suit des tendances à la baisse. Et ça, quand on le jumelle avec le fait que les gens n'ont pas de connaissances, mais n'ont pas non plus confiance, ou au contraire, sentent qu'ils ont l'impression que ça ne fait pas de différence s'ils vont voter ou s'ils ne vont pas voter, s'ils participent ou non, et qu'en plus, ils n'ont pas confiance, ce n'est pas un mix d'attitudes qui est nécessairement très favorable au développement des attitudes démocratiques. Et je rebondirai là-dessus parce que lorsque Catherine et Valérie parlent de sentiment de ne pas être informé, évidemment, ça interpelle parce qu'il y a ironiquement une surabondance d'informations. Et là, je me demande si le fait que, évidemment, l'éclatement des médias, le fait que dans les campagnes électorales passées, il y avait cette espèce de point de chute presque unique là, qui était quelques grands quotidiens, le téléjournal, le débat des chefs. Imaginez, juste avant d'arriver ici, je collabore avec le débat de Radio-Canada mardi prochain. J'avais une rencontre. L'équipe de Bruno Marchand me disait qu'ils avaient 16 débats. Alors, c'est sûr que l'importance relative de ce moment qui, on espère, devient le moment où un électeur, une électrice qui est assez peu familier se dit « Ah ben voilà, j'ai les 6 candidats à la mairie de Québec devant moi, je vais me faire une idée. »
Or, il y a une telle abondance de débats que lorsqu'il y a eu un face-à-face à la radio privée, lorsqu'il y a eu un truc un midi, bien là, eux, ils ont le sentiment d'avoir tout dit. Donc, souvent, on va essayer de faire différent, alors que c'est de ne pas tenir compte de cette fragmentation d'auditoire. Il n'y a plus personne qu'on peut dire « Ah, mais on l'a lu dans le Journal de Québec hier, donc on ne le réécrira pas dans le Soleil. » C'est pas vrai, il n'y a pas ce canal unique. Alors moi, c'est une préoccupation pour les médias généralistes comme le Soleil, de voir que les gens nous disent « Ben écoutez, j'ai l'impression de ne pas être informé », alors que les partis eux-mêmes font énormément de promotion, évidemment, partisane, colorée. Il y a, évidemment, on a vu cette semaine un débat sur Radio X, par exemple, des radios privées qui deviennent des radios militantes, qui, au gré du vent, donnent ou enlèvent leur soutien à un candidat. L'histoire récente de Québec a montré que ces radios n'avaient jamais véritablement réussi à faire élire là, les candidats qu'ils soutiennent. L'effet peut être relatif. Mais quand même, moi, ça me préoccupe. Et donc, cette abondance d'informations est une question. Puis j'aurai, j'espère, quelques solutions à proposer. En tout cas, notre réflexion au Soleil pour mettre de l'ordre dans tout ça, pour moi, c'est un des rôles des médias généralistes. Mais on aura sans doute la chance d'y revenir dans les solutions. Bien, parlons-en des solutions, parce que c'est là, moi, la question qui m'intéresse sans doute le plus, c'est celle de savoir, quand on prend tous ces motifs-là qui cherchent à expliquer le déclin de la participation électorale, sur lesquels de ces motifs on peut avoir une prise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut changer? Comment on peut modifier la tendance? Parfait. Je parlais de 3 catégories tantôt. Évidemment qu'à Élections Québec, la catégorie sur laquelle on a le plus de pouvoir, bien qu'il faut que le législateur embarque avec nous, c'est les modalités de vote. Donc, depuis le début des années 2000, on assiste vraiment à une augmentation des façons de voter. Donc, il y a 2 jours complets de vote par anticipation provinciale, du vote au bureau des directeurs du scrutin, en établissement d'enseignement. On peut se déplacer à domicile aussi pour les électeurs qui ne sont pas capables de se rendre au bureau de vote. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont faits de ce côté-là. Puis, dans ce cas-là, on ne va peut-être pas remobiliser des gens, mais au moins essayer d'aller chercher tous ceux qui veulent voter. Ensuite, au niveau de l'information, c'est peut-être un deuxième volet où on peut essayer d'agir. Je mentionnerais peut-être un projet pilote intéressant là, qui a lieu cette année aux élections municipales. C'est qu'on a des municipalités qui ont embarqué dans un projet de vitrine d'information, notamment la Ville de Québec, la Ville de Montréal et plusieurs autres aussi sur le territoire, où il y a un espace réservé pour chaque candidat pour venir présenter très brièvement là, son profil et les idées qu'il porte. Donc, on verra si ça peut permettre d'avoir un accès plus facile à l'information. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'informer sur le processus électoral, sur les modalités, donc vraiment plus des aspects techniques. Ben, c'est sûr que l'éducation à la démocratie, c'est une avenue de choix. Et puis, ben, c'est de la petite enfance à l'âge adulte. On dit qu'on a 4 principes. Là. La démocratie, ça commence tôt. Aussi tôt que la petite enfance dans les valeurs démocratiques qu'on peut enseigner, on peut modéliser l'exercice du droit de vote aussi, mais au-delà de ça, c'est toute la participation citoyenne. Donner des opportunités aux jeunes et aux moins jeunes de s'investir dans la vie publique, de contribuer par toutes sortes de formules, parce que on l'a vu, les motifs d'abstention sont divers et des fois, c'est par d'autres biais qu'on va amener les gens à voir qu'ils peuvent avoir une action, ils peuvent s'engager dans un mouvement citoyen, dans leur quartier, puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il y a des limites à cette participation-là parce qu'il y a des lois et pour les changer, il faut être élu à l'Assemblée pour voter les lois. Donc, c'est de montrer tout cet éventail-là pour que chaque citoyen puisse s'engager puis voir que sa voix compte. Et quand on travaille en éducation à la démocratie, c'est aussi donner des expériences positives d'exercice de la démocratie parce que ça se vit. C'est pas juste un discours. Et si les jeunes et les moins jeunes ont des expériences de participation démocratique qui sont fictives, qui ne sont pas idéales, ben là, on va nourrir le cynisme. Si dans une école, on fait un conseil d'élèves, donc en leur disant qu'ils ont une voix, on les consulte, mais on ne tient pas compte de leurs préoccupations, ou on prend des décisions sans leur revenir en disant que leur proposition n'était pas possible ou réaliste dans tel contexte, et puis qu'on leur explique pourquoi et on leur donne un autre espace de participation, ben là, on va
on risque de démobiliser et de faire des gens qui vont dire de toute façon ma voix ne sert à rien. Donc il y a vraiment un enjeu d'éducation et avec nos campagnes de promotion aussi. Fabien disait tout à l'heure qu'on ne peut plus invoquer la responsabilité, le devoir de voter parce que c'est pas quelque chose qui est forcément porteur pour toutes les générations. Donc, les campagnes de promotion des élections, du vote chez Élections Québec ont vraiment changé de couleur au cours des dernières années en interpellant plus l'humour, en allant diversifier les plateformes. Donc, ça aussi, c'est un pouvoir qu'on a de mobiliser. D'ailleurs, sur le plan de la communication, votre campagne, ça me parle. Ça, c'est la campagne d'Élections Québec pour le municipal. Ça ramène à un autre concept qui est la proximité. Hein? Un peu la première intervention, lorsque je disais, si les gens ont le sentiment qu'il y a des enjeux qui les touchent, bien sûr, et je pense qu'à ce titre-là, la municipalité, c'est le plus proche. Mais en fait, peut-être brièvement, mais j'évoquais des solutions, mais je pense que les médias, notamment, font ce travail presque de mise en perspective. Je pense plus qu'on peut aujourd'hui, comme média généraliste où tout est sur toutes les plateformes, très rapidement de faire état de un telle annonce. À un moment donné, il y a tellement d'annonces. Là, on a 6 candidats à la mairie actuellement à Québec, 3 à Lévis. Tout le monde décline ses annonces de façon différente. Alors, je pense que les médias doivent aussi, dans leur forme même, nous, ce qui est très populaire, on le sait que les gens manquent de temps, ils consomment rapidement. Puis sans être, comment dire, réducteur, là, ou un peu... mais l'élément de pédagogie, il est aussi dans les médias. Lorsqu'on dit 5 choses pour comprendre les plateformes, nous, on prépare actuellement un document là, où à la fin, dans la dernière semaine, voici qui a dit quoi sur les enjeux. On a une carte pour qui voter, une carte interactive où les gens... Donc, on vient un peu poursuivre le travail, je dirais, plus neutre. Et donc, ça en fait partie donc de maximiser ces tribunes-là. Et les gens aiment ça. Nos textes, parmi les plus populaires, souvent, par exemple, le lendemain de budget provincial, on a beau faire tous les textes sur la dette, l'éducation, les plus grands postes de dépenses, c'est le 5 choses à comprendre du budget qui est le plus populaire. Les gens ont le sentiment de synthèse et comme médias, on accepte que notre rôle, c'est aussi ça. Puis il faut sortir de ce que nous, comme journalistes, parfois, on a envie d'avoir comme grands enjeux, là, comme la Constitution du Québec, par exemple, qui nous a beaucoup intéressés la semaine dernière, a sûrement intéressé énormément de gens présents ici, mais comment en parler au grand public sans être, puis je dis pas d'être démagogue puis réducteur, là, mais cet élément de sortir de cette bulle, d'expliquer, donc dans la façon d'en parler, vérification faite, le fameux fact-checking est une des affaires les plus en croissance actuellement dans les médias. C'est de prendre une déclaration d'un élu, est-ce que ça se peut, est-ce que c'est vrai? Et ça peut contrer un peu le cynisme, je l'espère humblement. Je crois encore en ce métier et j'ai l'impression que les gens, lorsqu'ils ont l'impression que les médias sont là pour exposer divers points de vue et oser critiquer peu importe quelle partie, ça peut alimenter et j'espère favoriser la participation. Oui, mais je nuancerais peut-être sur, pas nécessairement sur ce que vous venez de dire, mais ce qu'on parlait auparavant par rapport au sens du devoir et tout. Je pense que c'est pas nécessairement qu'on peut pas faire appeler à ça, mais on peut pas prendre pour acquis que c'est un devoir. Dans un contexte où les gens ont plus confiance envers les institutions, il faut qu'on interroge de manière critique. Est-ce que vraiment c'est un devoir? C'est quoi les raisons pour lesquelles on devrait voter? C'était une norme sociale qui était extrêmement forte auparavant. Peut-être qu'elle était légitime et tout, mais justement, puis je pense qu'il y a des bonnes raisons de considérer que c'est un devoir, de considérer que c'est important. Si on les survole brièvement, il y a le fait que voter, même si on a l'impression parfois que ça a une faible influence sur le plan individuel, ça a un impact collectif extrêmement important sur nos sociétés. Donc, on peut le voir à la fois sur nos relations interindividuelles avec les autres. Ça peut un gouvernement qui va mettre la hache dans les politiques sociales, qui va prendre des mauvaises décisions économiques, ça a des impacts négatifs sur les personnes les plus défavorisées, sur des membres de notre société. On peut avoir cette obligation-là par rapport à nos personnes, nos concitoyens, de faire quelque chose pour essayer de minimiser ces impacts négatifs-là d'une mauvaise gouvernance ou de choisir la meilleure option qu'on pense qui est la meilleure. Et ça a également un impact sur la qualité de notre démocratie. Ça aide à faire en sorte que notre démocratie tend à générer des bonnes décisions et ce qui est un des atouts fondamentaux d'une démocratie. On a l'opportunité de collectivement faire en sorte qu'on essaye d'aller vers une meilleure gouvernance.
Un autre élément important sur lequel ça joue l'importance du devoir de voter, c'est que du vote, c'est que, comme on dit, la participation électorale, ça génère une sensibilité envers des groupes dans la population, envers des personnes en particulier. Peu importe les raisons pour lesquelles on ne vote pas, quand on ne vote pas, on contribue à faire en sorte que les politiciens se soucient moins de ces groupes de population-là. Il y a différentes manières de concevoir l'importance morale de ça. Il y en a qui parlent de free riding. Hein, en faisant pas notre part, on profite du fait que d'autres essayent d'attirer l'attention des politiciens. Bon. Mais il y a aussi, là, sur le plan de la démocratie, ça fait en sorte que notre démocratie devient moins équitable parce qu'il y a des groupes qui sont moins entendus et peut-être que les politiques, la gouvernance de notre démocratie va se mettre à tendre vers favoriser les intérêts de certains groupes. On en parle, par exemple, les personnes âgées, les personnes plus jeunes. Ben, c'est quoi l'intérêt de prendre des politiques ambitieuses sur le plan de l'environnement si on sait que les jeunes, on n'a pas besoin de s'en soucier pour gagner, on a moins besoin de s'en soucier pour gagner. Donc, il y a des éléments très forts sur le plan de l'éthique individuelle. Et ce que je rajouterais aussi à ça, c'est que ce n'est pas uniquement un aspect d'éthique individuelle et de comportement individuel. Oui, c'est important, oui, ça joue là-dedans. Il n'y a pas de démocratie sans absence d'attention, sans avoir un intérêt minimal pour la politique. On n'a pas besoin d'être tous des experts sur le sujet pour le faire, mais ça prend un minimum d'implication pour que ce qu'on aime de la démocratie, ben, on en tire profit. Mais il faut également regarder nos institutions démocratiques. S'il y a... on a des institutions qui sont importantes, qui valent la peine d'être conservées, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure forme que notre démocratie peut prendre. Hein. En ce moment, il y a énormément de travaux sur comment démocratiser, comment améliorer la gouvernance de nos démocraties, comment penser, réformer ces institutions-là. On peut en parler rapidement de certains éléments qui pourraient jouer. Par exemple, le mode de scrutin. C'est pas vrai que tous les votes en ce moment dans le mode de scrutin ont une influence efficace sur le résultat. Quand tu es dans une circonscription où tu vois que tu as l'impression que la lutte est gagnée d'avance, toi, ton option n'a aucune chance de gagner, c'est difficile de te dire « Hey, mon vote va aller faire une influence ». C'est un élément sur lequel ça pourrait être différent dans notre démocratie actuellement. On parlait d'accès à l'information, du fait qu'Élections Québec n'est pas capable de présenter des options parce que c'est pas votre rôle. Votre rôle, c'est d'être neutre. On peut penser, ça existe des comités citoyens qui ont comme charge d'analyser, de rendre public leur analyse sur les programmes des partis politiques, de faire des éléments de synthèse. Donc, c'est des éléments qui peuvent changer la donne sur comment est-ce que notre démocratie devrait être, puis pourrait être, et pourrait améliorer l'état des choses. Donc, il ne faut pas non plus juste voir ça comme étant un enjeu d'éthique individuelle, mais il faut aussi regarder c'est quoi le problème dans nos institutions, puis qu'est-ce qu'on fait pour les améliorer, je pense. Il y a tellement de choses, je ne veux pas tout de suite vous relancer, je veux plutôt vous laisser la liberté de réagir à ce que vient de dire Fabien. Catherine. En fait, un de nos programmes phares, c'est Je vote au Québec, où par des activités participatives, on fait vivre une campagne électorale, donc ça permet de démystifier le gouvernement majoritaire, minoritaire, puis on fait une simulation du vote dans la classe, donc pour montrer aussi comment on s'organise pour préserver l'intégrité du vote. Et ça contribue à la confiance dans l'organisation. Mais on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pensent que, puis même à travers le monde, là, de jeunes et de moins jeunes qui pensent qu'on n'a pas besoin de s'encombrer d'élections et qu'un dictateur éclairé, ça peut faire la même chose. Et là, ça nous fait comprendre aussi que il faut démystifier ce qu'est une démocratie. C'est pas juste des élections, c'est des médias indépendants, c'est une population qui s'intéresse à la politique. Et ça nous a amené à faire des activités où justement on décrit un petit peu quelles sont les différentes caractéristiques d'une démocratie, pour que les jeunes puissent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer avec les élections, mais pas uniquement avec les élections. Et les élections, si justement le mode de scrutin ne convient plus ou que, je ne sais pas, on considère qu'il y a de plus en plus d'exclus de notre société démocratique, les citoyens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont un pouvoir à faire valoir auprès de leurs élus pour changer les lois. Et peut-être changer notre démocratie dans ces processus, mais notre appareil actuel, c'est une démocratie représentative. Et il faut la comprendre pour pouvoir la changer.
ça amène Élections Québec à travailler sur la formation d'un citoyen ou d'une citoyenne démocratique qui non seulement connaît ses droits, donc on parle de citoyens responsables, de citoyens participatifs qui va contribuer pour des campagnes de levée de fonds et tout, mais qui va aussi avoir toutes les connaissances, les compétences et puis les savoir-être pour pouvoir agir sur les sources d'inégalité de droits et proposer des changements. Donc, il y a une responsabilité collective. Valérie le présentait bien sur le rôle des médias pour lutter contre la désinformation, justement, redonner confiance dans les institutions, sur leur intégrité et sur notre démocratie. On a quand même la chance de vivre dans un pays démocratique. Quand on voit l'état de la planète, on sait que, comme disait tout à l'heure la personne qui présentait, c'est quelque chose qui n'est pas garanti. On ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Donc, il faut former les gens, informer sur le fait qu'ils ont tous un rôle pour contribuer à la vitalité de notre démocratie au-delà des élections et avec les élections. J'ai quasiment envie de... Une question sur le mode de scrutin, parce que ça revient beaucoup sous l'angle d'un dossier auquel je m'intéresse, puis je reviens souvent à la citation de M. Legault qui, pour laisser tomber sa promesse X fois, M. Trudeau aussi, et tout le monde le promet, puis oups, dès qu'ils sont au pouvoir, ils abandonnent. M. Legault a dit, il n'y a personne qui se bat dans les autobus pour parler de la réforme du mode de scrutin. Donc, vision très populiste. Bon, cela dit, je fais des analogies de match de hockey, donc j'ai un peu le même genre d'image que le premier ministre, mais quand même, cette idée de dire que ça ne fait pas triper grand monde, la réforme du mode de scrutin, que ça ne percole peut-être pas en dehors des cercles de militants ou de politologues experts ou de journalistes. Est-ce que vous l'entendez? J'ai besoin de poser la question moi-même, mais est-ce que... moi, je vais vous avouer, ça fait 22 ans que je suis journaliste, plus de 20 ans journaliste politique, et j'ai de la misère encore à parler du mode de scrutin. Je me rends compte que c'est extrêmement difficile.